À exactement 05:55 le 26 mai 2025, ce pilote de l'armée de l'air ukrainienne s'est attaché dans le cockpit d'un chasseur MiG-29 équipé d'armes qu'il n'était pas censé porter sous ses ailes. Il s'apprêtait à larguer des bombes guidées de précision française contre l'agence de sécurité la plus redoutée de Russie en utilisant des satellites GPS américains et un logiciel ukrainien maintenu par des attaches en plastique et une prière. Alors que le pilote roulait sur la piste, il ressentait le poids de l'histoire. Personne n'avait jamais attaqué une installation du FSB dans cette guerre. Les services de renseignement étaient censés être intouchables, protégés par des couches de sécurité, et l'accord implicite que certaines cibles étaient hors limite. Jusqu'à maintenant, le profil de la mission était insensé, même selon les normes ukrainiennes. Il devait voler à hauteur des arbres pour éviter les radars, puis grimper soudainement à 5000 mètres pour larguer les armes, une manœuvre qui l'exposerait sur tous les écrans radars d'ici à Moscou. Il aurait peut-être 20 secondes pour larguer les bombes et plonger vers la sécurité avant que les défenses aériennes russes ne réagissent. À 05:58, le pilote a poussé les manettes des gaz. Les deux turboréacteurs Klimov RD-33 rugirent, générant 10 000 livres de poussée. Le MiG-29 bondit en avant, accélérant sur la piste avec sa charge improbable. Dans la lumière naissante de l'aube, le chasseur Frankenstein décolla, portant l'ingénierie française, les satellites américains et la détermination ukrainienne vers un rendez-vous avec le service de sécurité redouté de Poutine. Le FSB allait bientôt découvrir ce que 3 ans d'innovation ukrainienne pouvaient accomplir. À 06h15, le MiG-29 du pilote filait à travers la campagne ukrainienne à seulement 50 mètres d'altitude si bas que le souffle de son réacteur faisait plier les champs de blé et dispersait les oiseaux en nuées terrifiées. Le vol en suivi de terrain était épuisant. Des ajustements constants du manche et du palonnier pour éviter les lignes électriques, les tours cellulaires et les fermes occasionnelles. Mais c'était le seul moyen de rester invisible aux radars russes qui infestaient la région frontalière. Les marges dans lesquelles ils volaient étaient incroyablement faibles. Les systèmes S-400 protégeant Belgorod pouvaient suivre et engager des cibles à 400 km s'ils pouvaient les voir. Mais la courbure de la Terre était l'allié du pilote ce jour-là. À 50 mètres d'altitude, l'horizon radar n'était qu'à environ 25 km. Tant qu'il restait bas, rapide et sans erreur, il demeurerait un fantôme. Mais dans exactement 3 minutes, il devrait abandonner cette invisibilité et grimper droit dans la ligne de mire avec une technologie loin d'être idéale. Les coordonnées de la cible affichées sur son iPad, oui, un véritable iPad fixé au tableau de bord avec du ruban adhésif, indiquaient l'objectif, le quartier général du service fédéral de sécurité à Glatovo, dans l'oblast de Belgorod, à seulement 5 mètres de la frontière ukrainienne. Ce n'était pas un dépôt militaire ou un stock de munitions quelconque, c'était l'ancienne agence de Poutine, successeur du KGB, l'organisation qui avait orchestré d'innombrables opérations contre l'Ukraine. Les 2 bombes ASM Hammer suspendues sous ses ailes représentaient tout ce qui était à la fois problématique et exceptionnel dans cette mission. Ces armes de précision françaises n'étaient pas conçues pour communiquer avec l'avionique soviétique. Les systèmes informatiques du MiG-29, datant des années 1980, ne pouvaient même pas concevoir l'existence du GPS, encore moins traiter les données de ciblage provenant de satellites, lancés des années après la construction de l'avion. Les ingénieurs ukrainiens avaient résolu ce problème impossible avec une créativité typique du champ de bataille. Des pylônes sur mesure avaient été fabriqués dans des ateliers de Kiev,
avec des antennes GPS bricolées sur les pointes de montage avant. Des câbles d'alimentation serpentaient à travers des panneaux d'accès jamais destinés à être ouverts, alimentant l'électronique française avec de l'électricité soviétique. La bombe, AISM Hammer elle-même, était un chef-d'œuvre de l'ingénierie française, un kit transformant des bombes conventionnelles en munitions de précision. Chaque unité, coûtant plus cher que la maison de la plupart des gens, était équipée d'une navigation inertielle soutenue par un guidage GPS capable de faire passer une ogive de 250 kg à travers une fenêtre spécifique à 70 km de distance. Le kit d'extension de portée contenait un moteur fusée à propergol solide qui s'activait après le largage, poussant la bombe à des vitesses proches du supersonique. Mais toute cette technologie sophistiquée n'avait aucun sens si l'avion soviétique ne pouvait pas indiquer à la bombe française où aller. C'est là que l'iPad entrait en jeu, exécutant un logiciel qui traduisait les données de ciblage modernes en quelque chose que les bombes pouvaient comprendre. C'était l'équivalent numérique du ruban adhésif, et cela allait être testé contre la cible la plus sensible jamais frappée par l'Ukraine. À 0h22, le pilote atteignit le point initial et tira sur le manche. Le MiG-29 répondit instantanément, son nez montant à 45 degrés alors que les forces G l'écrasaient dans son siège. L'altimètre tournoyait follement 1000 mètres, 2000, 3000. Son récepteur d'alerte radar explosa dans un chaos d'alarme alors que tous les systèmes de défense aérienne de l'ouest de la Russie détectaient soudainement une cible de la taille d'un chasseur grimpant dans leur zone d'engagement. Le cockpit se remplit de hurlements électroniques alors que les radars de recherche se verrouillaient. La batterie S-400 au sud-est de Belgorod le peignait avec son radar 9.2 N6, Gravestone mesurant sa vitesse, son altitude et sa direction. En quelques secondes, le système de contrôle de tir aurait une solution. Mais le pilote avait un avantage, la surprise. Les Russes avaient mis moins de 45 secondes entre la détection et l'engagement, et leur procédure était conçue pour des profils d'attaque conventionnels. Ils n'auraient jamais anticipé que l'Ukraine fasse quelque chose d'aussi insensé, ce qui était précisément pourquoi cela pourrait fonctionner. À 5000 mètres, le pilote atteignit le point de largage. L'iPad affichait des paramètres de lancement optimaux, alors que son pouce trouvait le bouton de largage des armes. 2 chocs secouèrent la cellule lorsque les bombes AISM Hammer se détachèrent. Immédiatement, il effectua un tonneau s'inversa et tira fort exécutant une version modifiée de la manœuvre d'Immelmann qui aurait impressionné l'inventeur de la Première Guerre mondiale. Le MiG-29 décrivit une courbe dans le ciel, échangeant l'altitude contre la vitesse, alors que le pilote replongeait vers la sécurité du vol à basse altitude. Derrière lui, les 2 bombes étaient bien en route vers la cible. Leurs moteurs fusées s'allumèrent dans un éclair, les accélérant le long de leur arc balistique vers Glatovo. Les récepteurs GPS se verrouillèrent sur les signaux satellites, tandis que les systèmes de navigation inertielle mesuraient chaque infime déviation. Les bombes volaient désormais seules, effectuant des centaines de microcorrections par seconde pour s'assurer de frapper exactement les coordonnées préprogrammées. La manœuvre de largage en TOS qu'il venait d'exécuter était un vestige de la guerre froide développée lorsque les chasseurs bombardiers, armés de bombes nucléaires, devaient larguer des bombes à gravitation sans survoler directement leurs cibles. La physique était simple, grimper à un angle prononcé, larguer les bombes dans une trajectoire ascendante, puis s'échapper pendant que l'élan portait les armes vers leur cible. Simple en théorie, mais insensé en pratique face aux défenses aériennes identiques modernes, peut-être. La réponse russe fut rapide mais vaine. 2 missiles intercepteurs 40 N6 décollèrent de leur rampe de lancement
filant pour intercepter le MiG-29. Mais le MiG était déjà revenu à hauteur des arbres zigzagant fortement à gauche et à droite alors qu'il regagnait sa base. Les intercepteurs conçus pour abattre des bombardiers à haute altitude ne pouvaient pas suivre une cible rasant le sol. Ils passèrent inoffensivement au-dessus leurs fusées de proximité, ne trouvant qu'un ciel vide. Dans moins de 2 minutes, les bombes à l'AI ont été frappées. Les officiers du FSB à Glatovo n'avaient aucune idée que la justice volait vers eux dans le ciel matinal, guidée par des satellites qu'ils ne pouvaient pas voir et une technologie qu'ils ne pouvaient pas arrêter. Les 2 bombes ASM Hammer représentaient 3 décennies d'évolution des armes de précision compressées en 250 kg. Alors qu'elles atteignaient le sommet de leur trajectoire à 8000 mètres BTFBI, leurs ordinateurs embarqués effectuaient des calculs qui auraient requis une salle pleine de mathématiciens il y a seulement 50 ans. Chaque bombe était essentiellement 3 armes en une. D'abord, la section avant contenait le système de guidage, un mariage de récepteurs GPS militaires et de gyroscopes à laser capables de naviguer même si tous les satellites disparaissaient soudainement. Les Français tirant les leçons des expériences américaines en Irak et en Afghanistan savaient que le brouillage GPS était la première tactique dans tout conflit moderne et ils avaient conçu l'ASM pour être impossible à brouiller. Le système de navigation inertielle pouvait guider la bombe à moins de 10 mètres de sa cible en utilisant uniquement la mémoire de sa position inertielle et les lois du mouvement. Mais c'était la section centrale qui rendait l'ASM vraiment terrifiante. Contrairement aux JDAM américains qui se contentaient de guider une bombe vers sa cible, les Français avaient ajouté un moteur fusée à propergol solide qui transformait l'arme en missile hybride. Ce n'était pas juste tomber avec style. C'était un vol propulsé qui étendait la portée à 70 km et donnait à la bombe l'énergie nécessaire pour pénétrer des cibles renforcées. Le moteur fusée brûlait pendant seulement 15 secondes, mais c'était suffisant pour pousser la bombe à Mach 0,8 assez rapide pour compliquer toute tentative d'interception de dernière seconde. La section arrière contenait les surfaces de contrôle qui guidaient la bombe dans sa plongée terminale. Ce n'étaient pas les simples ailerons des bombes plus anciennes, mais des surfaces de contrôle sophistiquées capables d'ajuster leur position 50 fois par seconde. Combinées de hauts systèmes de guidage, elles pouvaient suivre des trajectoires de complexes, même en revenant en arrière pour frapper des cibles sous des angles inattendus. Ce jour-là, elles guideraient les bombes presque directement à travers le toit du bâtiment du FSB. À 06h27, le capteur de proximité radar de la première bombe détecta le toit qui se précipitait à 250 mètres par seconde. La fusée effectua un dernier calcul déterminant le moment exact pour initier la séquence de détonation. Elle devait tenir compte de la vitesse de la bombe, de l'angle d'impact et du délai programmé pour s'assurer que l'ogive explosait au point optimal à l'intérieur du bâtiment. La deuxième bombe suivit exactement 0,3 secondes plus tard, visant un point à 20 mètres de distance pour garantir un maximum de dégâts structurels. 2 armes de précision guidées par des satellites à 20 000 km au-dessus étaient sur le point de délivrer un message très personnel à l'ancien fief de Poutine. À 06h19, le lieutenant principal Smirnov était à mi-chemin de son thé matinal lorsque le radar d'alerte précoce S-400 qu'il commandait détecta quelque chose d'inhabituel. 2 contacts rapides étaient apparus sur son écran, montant rapidement depuis une basse altitude à environ 40 km au sud-ouest de sa position. L'ordinateur les classifia comme des avions de chasse, probablement des MiG-29 ukrainiens, en fonction de leur signature radar et de leur taux de montée. Smirnov avait exactement 45 secondes
pour empêcher une catastrophe et le chronomètre tournait déjà. Le système S-400 Triumph qu'il commandait était sur le papier le système de défense aérienne le plus sophistiqué au monde. Chaque batterie était composée de multiples éléments travaillant en harmonie mortelle. Le radar 92N6 Gravestone pouvait suivre 300 cibles simultanément à des portées dépassant 600 km. Les missiles 48N6 pouvaient atteindre 400 km et engager des cibles du niveau du sol jusqu'à 30 000 mètres. Le système pouvait même intercepter des missiles balistiques, ce qui en faisait le joyau de la couronne de la défense aérienne russe. Mais toute cette sophistication avait une faiblesse critique, le temps. Le S-400 avait besoin d'environ 10 secondes entre la détection et l'engagement lorsqu'il s'agissait de cibles surgissant à basse altitude. D'abord, le radar de recherche devait détecter et classer la menace. Ensuite, le radar de contrôle de tir devait se verrouiller et développer une solution de tir. Le missile lui-même nécessitait 3 secondes entre la commande de lancement et son départ de la rampe, puis le temps de vol vers la cible. Contre des bombardiers à haute altitude ou des missiles de croisière avec des trajectoires prévisibles, cette chronologie fonctionnait parfaitement. Contre un chasseur exécutant une manœuvre de largage en TOS, elle était catastrophiquement lente. C'était là que la sophistication du S-400 devenait un handicap. Le système était optimisé pour les avions et les missiles, pas pour les petites bombes guidées. Les missiles 48N6 étaient des armes massives conçues pour abattre des bombardiers, pas des instruments chirurgicaux, pour intercepter des munitions de précision. C'était comme essayer d'attraper une mouche avec un marteau. 2 missiles 48N6 décollèrent de leur lanceur à 06h26 filant vers les bombes entrantes à Mach 6, mais la géométrie était complètement faussée. Les bombes étaient maintenant en plongée presque verticale, présentant une section radar minimale. La probabilité d'interception calculée par l'ordinateur de contrôle de tir chuta de 4,5% à 12%, alors que les missiles peinaient à suivre les cibles plongeantes. Les missiles passèrent à 200 mètres des bombes assez près pour déclencher les fusées de proximité dans des circonstances normales, mais la vitesse terminale des bombes et leur angle de plongée abrupt les plaçaient hors de la zone cible. Les ogives des 48N6 explosèrent sans effet, leurs fragments se dispersant dans l'air vide, alors que les bombes françaises continuaient leur plongée vers Glatovo. À 06h27, la première bombe, ASM Hammer, traversa le toit du quartier général du FSB à Glatovo. La charge profilée détonna à l'impact, créant un jet de cuivre fondu qui trancha les poutres en acier du toit et les planchers en béton comme s'ils étaient du beurre. La fusée de la bombe programmée pour un délai de 0,025 secondes compta avec une précision électronique alors que l'ogive plongeait à travers la structure supérieure du bâtiment. À la détonation, ces 87 kg d'explosifs se transformèrent de sonnées de solide en gaz en microsecondes. L'onde de choc se propagea à 8000 mètres par seconde, créant des surpressions dépassant 200 PSI assez pour éliminer quiconque à l'intérieur. Les murs intérieurs du bâtiment conçus pour protéger des secrets, plutôt que pour résister à des munitions militaires, n'offrirent aucune résistance. Mais la physique de la destruction ne faisait que commencer. L'explosion à l'intérieur de la structure fermée créa un phénomène appelé surpression réfléchie. L'onde de choc rebondit sur les murs et les planchers survivants, doublant et triplant sa puissance destructrice. Les fenêtres ne se contentèrent pas de se briser, elles explosèrent vers l'extérieur dans une pluie de verre qui serait plus tard retrouvée incrustée dans des bâtiments à 300 mètres de là.
Les meubles de bureau devinrent des projectiles. Les classeurs remplis de documents classifiés se transformèrent en confettis métalliques. La deuxième bombe arriva 3 secondes plus tard, frappant à 20 mètres du premier point d'impact. À ce moment-là, l'intégrité structurelle du bâtiment était déjà compromise. Les murs porteurs avaient disparu, les colonnes de soutien brisées. La deuxième explosion trouva une structure déjà au bord de l'effondrement et porta le coup final. L'onde de choc se propagea à travers le cadre affaibli comme une vague destructrice provoquant ce que les ingénieurs appellent un effondrement progressif. Étage par étage, le quartier général du FSB commença à s'autodétruire. Le quatrième étage s'effondra sur le troisième, ajoutant sa masse à la destruction. Puis, le cinquième étage rejoignit la cascade. Chaque effondrement ajoutait de l'énergie cinétique au désastre, transformant le bâtiment en sa propre boule de démolition. En moins de 5 secondes, ce qui avait été un symbole de 5 étages de la sécurité de l'État russe devint un tas fumant de débris et de secrets. À bientôt!